Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire, les clés pour accompagner les groupes à créer leur gouvernance sur mesure. Donc, je vais démarrer par présenter la gouvernance intégrative, me présenter moi, présenter brièvement aussi mon activité professionnelle. Tout ça, ça devrait prendre environ une dizaine de minutes. Et puis ensuite, le reste du temps, ça sera pour vos questions, quelles qu'elles soient, sur la méthodologie, l'argent, la rémunération, l'éthique, le réseau pro, la formation pro en gouvernance qu'il y a quel lien de subordination, tout le côté organigramme instance, que le côté circulation des informations. Et la clé de voûte aussi, c'est de savoir comment on utilise un peu quel processus à quel moment. Voilà, donc pour moi, on est plus sur une question, il y a d'autres acteurs qui ont d'autres définitions de gouvernance. Pour moi, on est quand même sur une question qui est très structurelle, même si elle touche quand même très intimement aux questions de dynamique de groupe, de posture, d'émotion. Il y a plein de moments où voilà, on travaille bien euh, avec des humains. Euh, et voilà. Et en gouvernance, ce qui se produit souvent, c'est que les gens ils vont soit reproduire des modèles qu'ils connaissent déjà, et ça peut être que ce soit juste lié à une hiérarchie ou des modèles associatifs ou voilà. Et il y a des gens aussi qui inventent des modèles de gouvernance, que ce soit par exemple la sociocratie, l'holacratie, voilà, il y en a plein des modèles. Et après, il y a des gens qui essayent d'imiter ces modèles, qui se font accompagner pour ça. Et, euh, Et, et la gouvernance intégrative, du coup, moi, j'ai eu la particularité d'avoir expérimenté dans ma vie beaucoup de gouvernances différentes, que ce soit des gouvernances horizontales, plutôt libertaires, plutôt verticales, hiérarchiques. Et voilà, et j'en suis arrivé aux limites un petit peu de tous ces modèles. Hop, je mets mon téléphone sur silencieux. Je suis arrivé à la limite de ces modèles et, et j'ai eu, donc, dans une quête aussi de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme autre manière de fonctionner. Et cette quête, elle a abouti sur la gouvernance intégrative qui a deux piliers. Le premier pilier, c'est le côté justement intégratif. C'est de dire toute cette diversité de manières de faire, de manières d'attribuer les rôles, etc., de s'organiser qui existent, plutôt que se dire qu'il y a des bonnes manières de faire et des mauvaises manières de faire, ce que nous disent les modèles, et puis ils se focalisent sur quelques manières de faire et mettre en avant, c'est de se dire en fait toute cette diversité, elle est juste adaptée ou pas, suivant les circonstances, le contexte, suivant la culture du groupe, suivant ses contraintes. Et c'est pas que le vote ça soit mal ou que le consensus soit bien ou l'inverse. Donc, ce côté intégratif où donc la gouvernance intégrative, voilà, toutes ces manières de faire ont leur place si elles sont adaptées. Et le deuxième pilier de la gouvernance intégrative, c'est le côté sur mesure. Et là, du coup, pour ce côté pro, il y a un changement radical. C'est que plutôt que de venir amener un modèle, ce qui se passe d'habitude, c'est qu'on du coup, on amène un modèle sur une organisation, et donc c'est aux gens et à l'organisation de s'adapter à un modèle, sachant qu'un modèle, il va jamais réussir à prendre complètement en compte la complexité du réel. Et moi, je l'ai vécu dans des organisations, voir à quel point ça peut être coûteux. Et ben là, en fait, on renverse complètement ce paradigme. Et là, avec la gouvernance intégrative, c'est pas un modèle de gouvernance, c'est une méthode pour aider les groupes à créer eux-mêmes leur propre gouvernance qui va être 100% sur mesure. Donc, c'est une méthode d'accompagnement. Il y a plein d'outils après, pédagogiques, etc., qui vont avec, pour aider les groupes à créer leur gouvernance sur mesure. Je vous montre aussi un petit peu, ça c'est important, c'est intéressant, la raison d'être de la gouvernance intégrative et je vais en profiter pour hop, aller sur le site, comme ça vous verrez le site internet aussi. Donc ça, c'est le site internet gouvernance-intégrative.com, le site internet de la gouvernance intégrative. Et si je vais là dans à propos, raison d'être et éthique, voilà. Donc la raison d'être de la gouvernance intégrative, donc c'est d'aider les organisations à créer leur propre gouvernance sur mesure. Et il y a deux choses auxquelles on est particulièrement vigilant. C'est est-ce que la gouvernance créée elle va être efficace, dans le sens est-ce qu'elle permet à l'organisation de remplir ses objectifs, quels que soient ses objectifs, et est-ce qu'elle est enthousiasmante pour ses membres? Est-ce que les gens vont avoir plaisir à fonctionner comme ça? Ce qui est en même temps un critère éthique. Moi, j'ai pas envie d'aider des organisations à créer des systèmes qui vont broyer les gens. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, sur du long terme, ça rejoint aussi l'efficacité parce que si les gens démissionnent, si les gens sont en burn-out, si les gens sont démotivés, désinvestis, en fait, c'est l'organisation qui en pâtit aussi. Donc pour moi, c'est
l'efficacité et le côté joie, enthousiasme, ils sont tous les deux compatibles. Et ils sont au cœur de la démarche. Ça, c'est deux choses qu'on vérifie et qui nous guident dans la démarche. Voilà, on les aide à conscientiser, intégrer différentes polarités, manières de décider, de s'organiser afin de s'adapter aux différentes situations. Ça, c'est le côté intégratif dont je vous ai parlé. Voilà, l'éthique. Après l'éthique, il y a plein d'engagements en tant que professionnel. Je ne vais pas vous les lire là, ça sera un peu long. Après, je pourrais répondre si jamais vous les avez en question. Vous les avez sur le site aussi, hein. Y regarder. Euh, voilà pour la gouvernance. Je vais me présenter moi très brièvement. Donc du coup, quand j'ai eu cette intuition de la gouvernance intégrative, de dire tiens, en fait, la gouvernance, plutôt que de plaquer un modèle, il faut faire de la gouvernance sur mesure. Et il y a 4 ans et demi maintenant. Ma première chose que j'ai fait, c'est chercher sur Internet. Je savais enfin ce que je cherchais et je me dis qui va me former à ça. J'ai cherché sur Internet qui faisait de la gouvernance sur mesure et en fait, j'ai trouvé personne. Donc je me suis dit, bah, c'est à moi de le créer. Et donc ça, c'était le début de l'aventure. C'était voilà, il y a 4 ans et demi. Donc j'ai passé les 6 premiers mois plutôt à imaginer la méthode, les outils, tout ça. Il y a tout de suite François Mariage qui m'a rejoint, avec qui on a fait pas mal de choses. Et ensuite, pendant un an, j'ai accompagné bénévolement des structures pour tester la méthode. Et puis là, ça fait 3 ans et demi que c'est mon activité professionnelle, parce que du coup, je l'ai mis en place aussi dans un lieu collectif où je vis, et ça marchait. Honnêtement, c'est tellement kiffant que ce soit à mettre en place ou après au sein de l'organisation ou à accompagner. Je me dis qu'il fallait que je le diffuse. En fait, je ne pouvais pas garder juste ça pour moi. Donc du coup, j'en ai fait mon activité professionnelle. Et donc là, donc là, depuis 3 ans et demi, j'en vis. Et moi, je partage mon temps entre des accompagnements. Là, j'ai accompagné 12-15 structures et de la formation. Ça, je vous le présenterai après, je vous mettrai des liens aussi. Il y a une formation initiale, grosso modo, qui est voilà, pour tout public de 3 jours. Et je fais aussi des formations intra. Et après, il y a un module pro qui, lui, en tout cas, la session dernière était sur 5 jours, plus accompagner une organisation, plus des visios. Voilà, que je pourrais aussi vous présenter. Ça, la formation pro, elle a pour objectif de justement transmettre les compétences pour accompagner des organisations. Et sachant qu'il y a quelques prérequis, on va dire, il faut déjà un certain niveau d'expérience, de connaissances pour rentrer dans la formation pro. Il faut avoir fait la formation initiale, évidemment. Bon, ça, je ne vais pas développer. Si jamais vous avez des questions, ça sera bien. Voilà, je vous développe. Euh, voilà, je ne vais pas forcément là de ma propre initiative donner plus de détails. Je pense que ça peut être déjà l'occasion là d'ouvrir pour les questions. Donc, ouvrez-moi voilà. Vous êtes totalement libre sur vos questions, ce que vous voulez poser. Moi, je répondrai à tout. Donc, vous pouvez rallumer votre micro ou les poser dans le chat. À vous la parole. Faudrait que je me lance. J'ai pas prévu des questions. Je m'étais assis confortablement pour les réponses. Moi, j'en ai deux qui me viennent. C'est quelles sont les étapes macro pour le démarrage? Et qu'est-ce que pour toi j'appellerais ça le minimum de système à mettre en place pour que la gouvernance puisse fonctionner et en même temps change d'un modèle peut-être plus triangulaire, quoi, pyramidal. Ouais, si ça doit, je vais faire les questions une par une. Je vais vous projeter aussi un autre élément du site. Voilà, je vous présente un élément du site là qui présente les accompagnements. Euh, donc, grosso modo, les grosses étapes d'un accompagnement. Bon, il y a évidemment la prise de contact, cadrer la mission, ouais, différents échanges de devis classiques pour quelle que soit le type de mission. Et ensuite, la grosse différence, c'est que là, la méthodologie, que moi, quand j'arrive dans une organisation, je ne sais pas ce que je vais y faire en fait. Je ne sais pas quels outils, qu'est-ce qui va leur être utile. Et vu que c'est vraiment sur mesure, donc la première étape, c'est un diagnostic approfondi pour vraiment saisir tout ce qui fonctionne bien dans l'organisation. Ça, on va le garder ou le renforcer. Et tout ce qui dysfonctionne, c'est là-dessus qu'on va agir. Ensuite, il y a une phase là que j'ai appelée transmission, qui est une phase en plénière.
qui va permettre d'approfondir, euh, ouais, poser les bases de travail. Mais grosso modo, c'est un temps en plénière où on va pouvoir approfondir quelques notions de gouvernance, approfondir le diagnostic que souvent je fais moi par questionnaire. Pouvoir aussi, on a créé pas mal d'outils pédagogiques pour agir sur la culture du groupe, parce que des fois, ce qui crée des tensions ou des blocages dans le groupe, c'est la culture des gens qui pensent qu'il faut tout décider tous ensemble, ou au contraire, des gens qui pensent que décider ensemble, ça ne marche pas, il faut vraiment qu'il y ait une hiérarchie, etc., parce que ça va être le chaos, etc. Donc, on a différents outils pédagogiques pour agir sur les croyances des gens et sur la culture du groupe, si jamais ça correspond à des besoins, hein, bien sûr. Et, voilà. Et aussi récolter l'intelligence collective du groupe, parce que des changements comme ça de gouvernance, c'est des changements vraiment profonds, qui vont affecter le quotidien des gens, en fait, sur leur manière de coopérer, de fonctionner, sur le rapport au pouvoir, qui est un sujet où tout le monde est impacté. Et c'est vraiment important de générer de l'adhésion. Sinon, on va se heurter à beaucoup de résistance aux changements, qui peuvent faire que ces changements-là, on peut y mettre beaucoup d'énergie pour, au final, que ça crée des fois plus de tensions, que ça n'aboutisse pas. Et donc, c'est vraiment important de créer de l'adhésion. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces étapes-là participatives, le diagnostic. Moi, c'est pour ça que je le fais par questionnaire, c'est pour prendre en compte tous les membres de l'organisation, absolument tous. On peut même prendre des fois des gens extérieurs quand c'est pertinent. Euh, et d'écouter les gens. Quand il y a la réunion de plénière, on va aussi faire une synthèse du diagnostic et récolter les idées des gens pour qu'ils se sentent partie prenante de la construction des solutions. Et bon, je ne vais pas développer toute la conduite du changement, tout l'intérêt que ça a. Je vais survoler rapidement pour avoir le temps pour les autres questions. Mais vraiment aussi de générer cette dynamique collective. Et ensuite, généralement, à part les petits groupes, mais le groupe, dès qu'il a plus que 8-10 personnes, on va créer un groupe de travail là, que j'appelle GTG. Et c'est avec ce groupe de travail qu'on va, du coup, toute cette matière, le diagnostic, les idées que tout le monde a émises, qu'on va modifier la gouvernance, le fonctionnement du groupe. Et alors ça, suivant le budget du client ou autre, ça va se passer soit avec pas mal d'autonomie, où moi je fais juste le lancement du groupe de travail avec une méthodologie, puis ensuite il va travailler beaucoup de manière autonome. Et certains groupes de travail, je vais travailler avec eux, je vais faire les réunions avec eux, ça dépend du budget, des contraintes, de plein de choses. Et ensuite, une fois que le groupe de travail a créé cette trame, enfin ce prototype, on va dire, de gouvernance, il va être testé, donc transmis et testé par le reste de l'organisation pendant une durée. Parce que moi, j'invite vraiment à faire ces changements de gouvernance avec de l'humilité. Et c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'en fait, elle va forcément marcher dans la réalité. Des fois, ça donne pas les effets qu'on veut ou les gens s'en saisissent pas, etc. Donc, de faire un prototype qu'on va tester. Et tester pendant 3 6 12 mois, etc. Et ensuite, faire un bilan, réajuster et éventuellement valider des éléments là dans la gouvernance, dans les statuts, dans d'autres choses, dans des règlements intérieurs, etc. Voilà, ça donne un petit aperçu de la méthodologie. Laetitia, je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour à tous. Moi, j'aime beaucoup le concept que tu as nommé, en fait, parce que je pense qu'en étant accompagnant de collectif, je pense que ça fait longtemps que beaucoup se posaient la question sur l'adaptabilité, en fait, au contexte et au groupe. Et donc ça, c'est merci pour ça, parce que du coup, ça permet d'incarner quelque chose, un concept, en fait. Et moi, j'ai une de mes collaboratrices qui est partie se former chez toi il y a 2 ans. Et du coup, on applique en fait certaines choses, mais en fait, on n'est pas appelé en tant que facilitant en dynamique collective parce qu'il y a une demande de changement de gouvernance. C'est souvent parce qu'il y a une tension en fait qu'ils viennent nous chercher. Et parce qu'ils vivent de la tension qu'on va traiter par du cercle restauratif, de l'agilité relationnelle, sur des outils de communication qu'on va mettre en conscience sur des prochaines séances une fois que l'attention est mise en conscience sur, OK, par rapport à votre gouvernance, vous en êtes. Donc, c'est notre deuxième pilier. On part de l'émotionnel et du sensible Oui, pour les sensibiliser à prendre conscience de comment s'organiser ensemble. Donc, moi, ça m'interroge par rapport peut-être à ton entrée à toi, c'est-à-dire, est-ce que tu trouves des groupes qui t'appelle en grande maturité et en conscience de dire oui, ça y est, on est prêt, c'est important de s'organiser ensemble, on a envie de faire autre chose, parce que nous, c'est pas le cas en fait. C'est rarement la commande qui est faite. Ça passe par le sensible et l'attention et souvent l'urgence, malheureusement. Et du coup, ça m'interpelle de me dire, mais comment toi, Sacha, tu vis ça en ayant en fait le concept tellement bien visible et tout ça, ça doit peut-être créer autre chose qui moi, m'interpelle. Je sais pas si je suis claire dans ma oui, question. c'est très clair. C'est très clair. Merci. Euh,
c'est très clair. Oui, ça m'arrive d'avoir des groupes. Il y en a quand même un certain nombre. Et je pense que c'est aussi ça que j'attire par ma communication personnelle, parce que là, je suis plus seul à faire de la gouvernance intégrative. Il y a une dizaine d'autres professionnels qui le font. Euh, c'est le but aussi du réseau pro, c'est d'être un peu réparti en France. Et, voilà. Mais du coup, moi, je pense par ma communication, j'attire un peu comme ça les gens qui viennent par l'aspect structurel. Donc, il y en a. Mais il y a aussi effectivement toutes les tensions qui vont se vivre au niveau humain. Et généralement, de toute façon, pour changer, on va dire pour faire un changement comme ça, et se dire tiens, on va faire appel à un accompagnant, il y a un moment, il faut avoir un caillou dans la chaussure, quoi. Il faut que le client, il ait quelque chose qui dysfonctionne, quoi. Et donc, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, même si c'est structurel, ça va créer des tensions. Euh, mais il y a effectivement aussi des groupes qui rentrent par la porte d'entrée de dire tiens, il y a un conflit ou il y a autre chose. Et pour moi, l'aspect structurel, moi, on va dire, c'est un peu mon angle d'approche, l'aspect structurel, mais l'aspect interpersonnel, communication, gestion des conflits, etc., il est tout aussi important pour qu'une structure fonctionne bien. Et c'est hyper complémentaire d'avoir des compétences de gestion de conflits, de coaching, toutes ces compétences complémentaires à l'aspect structurel. Et ça arrive effectivement qu'il y ait des structures qui arrivent pour un conflit de personnes, et puis, comme tu le disais, puis on se rend compte après en fait, qu'on va agir sur la gouvernance. Moi, vu que j'accompagne pas les conflits, c'est moins, mais j'ai en tout cas des collègues qui le font, et eux, ça se passe parfois dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a une tension, on peut l'avoir de plein d'angles différents. Et le même problème, en fait, les gens ils peuvent se dire, ah machin, c'est un con, il est autoritaire, c'est un con, machin, etc. Et on peut se dire aussi, mais en fait, cette décision-là ne devrait pas être prise par une seule personne. Il faudrait qu'elle soit prise suivant un processus collectif ou autre. Et la même tension, on peut l'aborder par plusieurs angles. Et voilà, c'est tout à fait intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ça répond à... Je vais remettre du sens. Oui, ça répond parce que, comment dire, quand on est passionné d'accompagner le changement de système, peu importe les sphères dans lesquelles on va développer les choses, en fait. En tout cas, moi, ce que j'ai eu besoin, c'est d'avoir des confrères qui avaient eu la curiosité de se spécialiser dans différents domaines. Là, on a nommé tout ce qui est sensible et la gestion de tension, la communication, et puis après, comment s'organiser. Mais il y a d'autres palettes, en fait, et t'en parlais un peu avec l'agilité par rapport au process, enfin, les outils comme le visuel graphique, la facilitation graphique. Et du coup, en étant attentif et toujours chercheur, en fait, tout ça ne fait qu'amender sur notre façon de contribuer à un changement de posture sociétale et du coup, ça fait du bien de se connecter à tout ça. Et je pense que le pilier de la gouvernance et de l'organisation est assez primordial. Et le fait que ce concept maintenant, en 4 ans, moi je te félicite, commence à rentrer en conscience. Il y a une autre étape qui amène à la gouvernance partagée, qui pour moi, je l'ai testé comme tu parlais des tests de gouvernance, qui a ses limites. Et donc, je pense que c'est intéressant que ce soit chouette qu'on soit si nombreux aujourd'hui pour pouvoir partager tout ça. Voilà, j'ai dit C'est merci à excellent. toi. Cédric, j'ai vu que j'avais fait passer à la trappe ta deuxième question. Est-ce que tu as envie de la reposer? Oui, donc est-ce que pour toi, il y a comment dire, des composants minimums à un système quand on commence à changer ou mettre en place une gouvernance plus, je veux dire, coopérative, euh, quand on passe d'une gouvernance plutôt triangle à une gouvernance que j'appelle plutôt rond. Est-ce que tu peux juste préciser ce que tu appelles par composant? Bah, je sais pas, ça peut être de dire revisiter complètement le système de réunion, en faire une pour suivre telle chose, un peu comme un système agile dans lequel si tu fais pas des délits, des suivis de ton activité et puis une rétrospective, c'est un petit peu le minimum, toi, pour commencer à générer ce qui va après continuer à apparaître comme des besoins. C'est par rapport à la gouvernance intégrative. Bon, moi, je fais des accompagnements en gouvernance adaptative, qui est encore un modèle un peu particulier sur lequel, oui, il y a un peu des éléments qui se tiennent les uns les autres
au sens d'un premier cercle, d'avoir un lead, de partager le fonctionnement du cercle avec un facilitateur et puis un secrétaire, par exemple. Tu vois, ça va commencer à donner souvent des habitudes différentes au collectif. Le fait d'organiser un point de synchronisation avec quelques règles, ça va aussi leur donner généralement une autre manière de fonctionner. Travailler sur la stratégie de qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour les 6 prochains mois également. C'est des petits composants comme ça. Donc, au travers la gouvernance intégrative, qu'est-ce que toi, tu vois comme élément un peu de base ou minimum? Ouais, merci. Euh, Là, tu vois, ma première réaction qui me viendrait, c'est de dire des éléments comme ça incontournables. J'en vois pas forcément. Parce que ça va dépendre vraiment. En tout cas, moi, là, je travaille des organisations qui ont des contextes très différents. Et on va dire, si on est dans un même contexte, tu vois, par exemple, une PME, une petite entreprise ou une structure de l'ESS, etc. Là, oui, il va y avoir des choses, on va dire, des choses qui vont revenir. Mais moi, je travaille là des fois, tu vois, avec des écolieux, avec des associations sans salariés, avec des associations avec salariés, avec des petites entreprises qui viennent d'un modèle hiérarchique, avec des équipes au sein d'une grande entreprise, avec, on va dire, il y a des contextes très, très différents et j'aurais pas d'éléments comme ça essentiels, et des fois avec des demandes différentes aussi, avec des cultures de groupe différents. Euh, donc je dirais comme ça quelque chose de vraiment universel, je dirais non. Et en même temps, quand on travaille dans un secteur donné, il y a quand même à certains moments, tu vois, par exemple, si on, l'ESS, qui est moi une part importante de mon activité, bah, il y a toujours la question de dire, tiens, la répartition du pouvoir entre les salariés et le côté salarié bénévole, ça c'est quasiment toujours un sujet un vrai sujet de tension et de questionnement. Et donc, comment on fait pour en même temps que ça soit pas des bénévoles déconnectés du terrain qui juste arrivent aux réunions une fois par mois, qui connaissent pas grand, il y en a un qui se retrouve au CA pour éviter ça, ou éviter que ça soit que tout le pouvoir arrive aux salariés et que les bénévoles deviennent des espèces de suppléants des salariés non payés. Voilà, par exemple, ça va être un sujet qui va revenir tout le temps et comment on permet d'avoir des instances où il y a les deux. Enfin voilà, par exemple. Mais du coup, là, on est dans des contextes un peu précis. Et voilà, on va peut-être pas rentrer après à l'explorer des contextes ici, ça nous amènerait un petit peu trop loin, je pense. Ça, c'est des choses qu'on fait dans la formation pro un petit peu. On fait dans la formation pro, mais ça nous amènerait trop loin, je pense, pour aujourd'hui. Sébastien, je vois que tu lèves la main. Ouais, alors c'était pour éclairer peut-être la question de Cédric, parce que moi je pense que j'ai un contexte un peu compliqué. On est depuis la dernière fois que j'ai assisté au dernier webinaire là, j'ai commencé à accompagner un peu de manière bénévole une association de chômeurs, enfin de personnes en recherche d'emploi, et c'est une organisation qui travaille par ses membres et pour ses membres. Ouais, Et le gros problème de cette organisation, c'est qu'en fait, on n'est jamais sûr du temps dans lesquels vont s'inscrire les gens qui sont dedans, puisque dès qu'ils retrouvent un boulot, a ouais, priori, donc ils s'en vont. Alors, un fort turnover, c'est ça. Donc, voilà, on peut leur proposer éventuellement de revenir un peu, mais bon, voilà, on sait bien qu'ils seront plus dans la même. Et du coup, ça crée quand même de la complication pour mettre des processus en place ou accompagner le changement. yes. Et donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Yes. Moi, ce que ça me fait penser, ça fait longtemps que je n'en ai pas proposé, mais pendant longtemps, j'ai proposé des codev un petit peu à la communauté gratuitement à la Centrée. Il faut que je relance ça avec le réseau pro, qu'on propose ça. Ça, c'est typiquement des cas où on peut aller. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective des groupes et, et c'est pour ça aussi qu'on a une méthodologie participative. Et ça me donnerait envie de creuser. Là, je peux te donner quelques pistes. En tout cas, moi, la chose qui me vient, dans les situations de turnover, pour moi, la règle numéro un, c'est il faut une gouvernance hyper simple. Parce que transmettre une gouvernance, s'approprier une gouvernance, trouver la posture nécessaire, etc., ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est un défi. Et ça a du sens, on va dire, de former des gens qui restent, ça a du sens.
qui prennent du temps pour ça, qu'on prenne du temps pour eux, des fois du budget. Et quand il y a du turnover, il faut une gouvernance simplissime, donc la plus simple possible. Et en même temps, voilà, des fois, on perd quelques trucs au passage, hein, parce que, par exemple, le vote, c'est hyper simple. La hiérarchie, c'est hyper simple. Bon, c'est pas forcément tout à fait assez satisfaisant. Le consensus, le consentement, ça demande déjà des qualités d'être, des connaissances, etc., qui déjà, des qualités des compétences de facilitation aussi plus élevées. Et en même temps, il y a plein d'autres processus. Moi, j'en vois plein pour moi, 80% de ce qui existe au niveau des outils, des processus, est simple en fait. Si on regarde ce que connaît déjà un groupe, il y a déjà plein d'outils. Et moi, j'adore ça quand j'amène dans des groupes, c'est pas leur ramener des nouveaux outils compliqués, c'est les aider à utiliser à bon escient les outils qu'ils connaissent déjà. Déjà, ça, il y a une il y a une marge de manœuvre énorme. Et il y a des processus de consultation qui sont très simples. Il y a des processus de vote à choix multiples aussi qui sont assez faciles à maîtriser. Il y a plein de manières de s'organiser. Il y a plein de variantes aussi. L'élection sans candidat, c'est un outil qui est génial aussi pour attribuer des rôles, mais qui est compliqué à faciliter, qui est assez, qui demande beaucoup de prérequis. Et il y a des variantes en fait qui sont hyper faciles à utiliser. Donc il y a plein de choses à utiliser. Il y a plein d'outils hyper simples pour aider les groupes à s'organiser. Ok, Pour moi, c'est numéro un en tout cas de turnover. ok, merci. Merci Sébastien. Anne? Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était sur l'évaluation. Si quand au bout de 6 mois, tu t'aperçois, enfin, que le groupe revient vers toi et que ça fonctionne pas, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment est-ce que vous procédez? Du coup, vous reprenez quelles étapes en fait? Ouais. Euh, alors, ça m'est jamais arrivé que genre qu'il n'y ait rien qui fonctionne. En tout cas, parce que quand on va agir sur la gouvernance, on va modifier généralement différentes choses, de dire, tiens, on crée une nouvelle instance, tiens, on change la manière dont cette réunion est facilitée, tiens, on rajoute tel processus de décision, on va changer plusieurs choses. Et parmi tout ce qui a été imaginé, co-créé avec le groupe de travail, ben, il y a des choses qui vont plus ou moins bien marcher. Et ce qui est intéressant quand on fait le bilan, c'est de se poser la question, est-ce que c'est parce que le bas peut blesser à plusieurs endroits, c'est est-ce qu'on n'a pas peut-être pas suffisamment bien expliqué, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment présent en soutien pour que les gens s'approprient le nouveau fonctionnement et le nouveau processus, parce que c'est coûteux de changer de fonctionnement, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de résistance au changement, c'est que c'est un coût de changer, tout le monde, pour l'organisation comme pour les gens. Euh, donc c'est est-ce que notre idée était bonne, mais on l'a pas bien transmise, on n'a pas été en soutien, ou est-ce que peut-être l'idée est- était bonne en théorie, mais en fait les gens ça leur plaît pas, donc Mm. ça va pas prendre, ou est-ce que ça se trouve l'idée n'était pas appropriée, et dans ce cas-là c'est bien on va dire qu'elle n'était pas mise en œuvre, et et ben là c'est de réajuster en fait quand on fait le bilan, de se dire bah voilà on se rend compte que ce truc-là soit donné des mauvais résultats, soit n'a pas été appliqué, se poser la question de pourquoi, puis voir comment réajuster et puis éventuellement repartir sur une période de test pour les éléments qui n'ont pas donné satisfaction. Mais juste, enfin, c'est pour compléter, moi ce que je constate, c'est que souvent il y a une volonté de revenir en arrière. Oui, ça fonctionne pas ou ça résout pas le problème, donc finalement c'était peut-être mieux avant. Est-ce que toi tu rencontres ça? Euh, Genre, enfin, ça demande un Pas comme effort ça. trop important, ça demande un changement trop Ouais, important je l'ai et finalement jamais, le pyramidal c'était pas mal. je l'ai jamais rencontré de manière massive, tu vois, genre tout Mm. ce qu'on a fait est rejeté en bloc, ça jamais ça m'est arrivé. Ok. Pour moi, il y a toujours eu des changements importants. Il y a, à part un ou deux accompagnements où bon, je pourrais Mm. détailler pourquoi ceux-là n'ont pas donné des fruits, mais tous les autres ont donné des vrais fruits et de la satisfaction derrière aux commanditaires comme aux équipes. Euh, et en tout cas, ce que tu parles, ça me rappelle justement quand on plaque un modèle, et des fois on passe d'un extrême à l'autre en fait. On avait quelque chose de très hiérarchique, et puis hop, on va mettre une gouvernance partagée très horizontale, Mm. et on va vivre du coup les inconvénients de l'horizontalité. Peut-être ça va devenir chronophage, ça va créer de l'inertie, de l'autocensure, plein de choses, et on se dit, ah, mais en fait, ça marche pas. Et du coup, on est un peu perdu. Alors hop, on retourne à ce qu'on connaissait, puis Mm. même s'il y avait plein d'inconvénients, ça marchait plus ou moins. Et, et là, l'idée, c'est d'éviter aussi cet effet de balancier. Enfin, vous avez vu, il y a cette notion d'équilibre, Mm. d'intégratif, et c'est intégrer aussi les différentes polarités, que ça soit voilà, horizontalité, verticalité, le côté centralisé, autonomie, transparence,
confidentialité, il y a plein de polarités, et l'idée, c'est de trouver, voilà, d'intégrer les polarités, et donc pas d'aller d'un extrême à l'autre, ce qui peut arriver quand on passe d'un modèle à l'autre, et donc d'éviter un peu l'effet retour de balancier, quoi. Mm. Ok, merci. Merci Yann. Vas-y Valérie, je t'en prie. Moi, j'avais une question. Si une fois que cette nouvelle gouvernance ou ces différents nouveaux aspects de la gouvernance sont mis en place, ça transforme d'autres choses au sein des structures. Et, hum, et je pense entre autres, là, moi, j'interviens dans le monde associatif à ces questions de gouvernance bénévole salariée qui, une fois qu'on les travaille, dans mon expérience, impacte souvent l'organisation après interne de l'association, la manière dont les gens travaillent, dont ils recherchent des financements, dont ils s'adressent à leurs principaux bénéficiaires, etc. Et du coup, avec le recul, est-ce que tu t'aperçois que ce point d'entrée de gouvernance, bah, ça bouscule d'autres choses derrière? Ouais, je pense que je ne peux te faire qu'une réponse imparfaite, parce que ces structures-là, en fait, moi, j'évolue pas dedans, j'y passe pas mon quotidien. Et surtout, après, une fois que la mission, tu vois, qu'on est sur du bilan, que la mission est clôturée, alors souvent, moi, j'aime bien, un an après, reprendre contact, demander des nouvelles, etc. Mais on va dire que le temps, il est quand même compté. Euh, donc, j'ai pas une vision très exhaustive. Et quand on fait le bilan, là, tu vois, moi, je me focus un peu sur l'aspect gouvernance. Il y a déjà pas mal de choses à échanger. Et c'est vrai que sur tous les autres changements que ça peut entraîner, j'ai pas une vue exhaustive de ce qui va se jouer dans l'organisation. En tout cas, des fois, il y a des échos, c'est clair. Il y a des structures qui me font écho de changements. Euh, ouais, dans leur manière de fonctionner, dans la qualité de lien, ouais, je sais me remémorer, mais oui, en tout cas, oui, ça va créer forcément la gouvernance. À un moment, c'est un peu à la racine du fonctionnement, donc ça va créer des, voilà, des impacts. Je sais pas si ça répond. Du coup, c'est pas très précis comme réponse. Je suis désolé. Je regarderai sur la structure que tu accompagnes et que je connais pour voir si ça génère d'autres choses après la gouvernance. Ah oui. Eh bien, si tu la connais, ouais, c'est une bonne. Je sais que tu accompagnes l'association La Tribu à Rissorangis et du coup, je verrai si ça transforme d'autres choses après. Oui, Clément? Bonjour. Je me présente peut-être dans un premier temps, c'est la première fois que je participe à un temps collectif. Je suis Clément, je suis nouvellement salarié de la Fédération des foyers ruraux 71 et je suis agent de développement sur le pôle culture, pôle formation et donc Prissé n'importe quoi. À la Roche-Vineuse, mais je vais intervenir un peu sur une grosse partie du département. Moi, j'avais une question du coup sur en fait, un truc que j'ai un peu en tête aussi, que ce soit à travers des collectifs ou que ce soit ailleurs aussi, c'est le fait de narrer les faits et de se mettre d'accord sur des faits. Je trouve que ça peut être compliqué dans certains contextes, juste de repartir sur quelque chose de commun, juste ne serait-ce que sur la perception de ce qui se passe et sur une situation. Qu'est-ce qui permet de rediscuter justement des faits et pas être uniquement sur tout de suite du travail d'idéal, l'idéal dans lequel on veut tendre. Ouais, merci. Oui, effectivement, il y a plein d'endroits où il va y avoir de la subjectivité. Euh, Moi, en tout cas, je le vois là, c'est le diagnostic notamment qui sert à poser, en tout cas dans ma méthodologie, c'est le diagnostic qui sert à, voilà, partir d'une base commune. Et en fait, pour moi, le diagnostic, c'est pas forcément être d'accord sur tout. De dire, ah oui, on est d'accord que là, les réunions, on s'ennuie, par exemple. Euh, pour moi, c'est aussi OK dans le diagnostic de dire, bah, en fait, il y a 50% des gens qui s'ennuient. Et il y a 50 autres qui sont passionnés ou eux qui ont l'impression que c'est utile. Et de dire, bah, le diagnostic, c'est qu'on n'est pas d'accord. Enfin, c'est que vous, c'est qu'il y a un clivage, en fait, entre ça et ça. Et, et moi, j'accepte, en tout cas, pour moi, c'est utile d'accepter cette complexité-là, en fait, justement, ces nuances-là.
Parce que intégrer, voilà, c'est aussi intégrer ces visions différentes, ces vécus différents de l'organisation. Et parce que c'est sûr que si on veut se mettre d'accord sur juger la situation, bah en fait, ça peut être très long et impossible, ou c'est-à-dire on prend que le point de vue majoritaire ou autre. Et pour moi, les points de vue, ils se cumulent, voilà, ils se cumulent, ils se complètent. Est-ce que ça répond à ta question, Clément? Ouais, 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 en effet, ouais. Et, euh, et pour moi, c'est important, enfin, là que ce soit sur le diagnostic ou à toutes les étapes, c'est de prendre en compte la diversité de l'association. Parce que ça, j'ai pas détaillé, mais quand on crée le groupe de travail, ça pour moi, c'est aussi c'est un élément, il est détaillé dans l'éthique, mais c'est que le groupe de travail soit représentatif de l'organisation. C'est-à-dire, on va pas mettre que le top management dans le groupe de travail. Ça, c'est un principe éthique de la gouvernance intégrative. C'est le groupe de travail, il faut qu'il y ait du top management, c'est hyper important. Et notamment des gens qui vont avoir lâché du pouvoir, s'il y a un dirigeant, une dirigeante, etc. Mais aussi bah, des échelons intermédiaires, les échelons bas, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'intelligence collective, de la représentativité, faire en sorte de pouvoir créer quelque chose qui va en même temps va être efficace et puis enthousiasmant à tous les niveaux aussi de l'organisation. Voilà, et donc d'intégrer cette diversité-là. Oui, Yann? Ouais. J'ai peut-être à cliquer un peu vite là, mais parce que ça fait 2 fois que je prends la parole. Mais c'est juste parce que je réagis au mot enthousiasmant. Comment tu t'assures que c'est enthousiasmant? Est-ce que tu as des critères ou des façons de faire pour que ce soit enthousiasmant du début à la fin? Alors, sachant que je pense qu'en gouvernance, comme dans beaucoup d'autres sujets, il ne faut pas chercher la perfection. Donc, ça sera jamais, ni en efficacité, ni en enthousiasme, ça sera jamais parfait. Et il ne faut pas se mettre voilà, cet objectif-là. Euh, alors, il y a bah, avec les échanges, on va dire, les échanges que je peux avoir avec les membres de l'organisation. Mais ça, le problème, c'est que c'est un côté lacunaire. Il y a un côté un peu arbitraire de avec qui ou pas je suis en lien et avec qui j'échange. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien notamment le côté questionnaire. Euh, du coup, il y a quelque chose d'un peu exhaustif et d'équitable, une vue plus globale. Et c'est pour ça qu'à la fin, pour le bilan, il y a aussi un questionnaire de bilan. On pose des questions quasiment similaires au questionnaire de départ sur beaucoup de points. Nous dire, tiens, est-ce que mes rôles sont clairs? Est-ce que je sais identifier de qui dépend une décision? Est-ce que j'ai plaisir à venir à telle réunion? Est-ce que machin, nanana? Tout ça, on pose des questions avant, après. Il y a un mélange de questions quantitatives avec des notes de 0, par exemple, de 0 à 10, de 0 à 10, est-ce que mes rôles sont clairs, nanana? Et de questions quantitatives, de dire où est-ce que j'ai besoin de clarté. Et les questions quantitatives avec des chiffres, ben, on peut mesurer avant-après. De dire, bah, tiens, avant, l'enthousiasme pour aller en réunion, c'était 6 sur 10, maintenant c'est 8 sur 10. Donc voilà, on peut mesurer le progrès. Je vois une question de Cédric. Le questionnaire est-il toujours avec la même trame? Il est adapté. Il y a une trame, ouais. Il y a quand même une trame avec le gros qu'on a pas mal perfectionné là, ces années. Et après, on l'adapte à l'organisation. Il y a toujours des petites modifs à faire, mais on a une trame. Et je vois qu'il est 13h43. J'avais annoncé la fin à 13h45. Après, moi, je ne suis pas pressé, hein, je peux rester jusqu'à 14h. Mais je voulais être sûr, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole Il y a une question. J'ai l'impression que c'est bon. Je vais vous mettre dans le chat parce que là, c'est vrai que je suis allé. C'était pas un webinaire là, c'était plus une webinaire pour présenter l'activité, l'accompagnement, et pas un webinaire pour présenter la gouvernance intégrative en tant que telle. Mais il y a un webinaire avec un replay qui parle de ça. Toute cette diversité qu'on intègre, etc. Je viens de vous mettre le lien. Je vous remettrai aussi ces liens-là par email. Euh, voilà. Je vous mets aussi les deux liens, la formation initiale et la formation pro, si jamais vous avez envie de voir. Sachant que la formation pro, j'en fais qu'une par an. Là, je suis en train de faire la promotion actuelle qui finit fin juin. Et j'en reprogramme une, mais je ne saurais pas encore quand. C'est dès qu'il y a assez de préinscrits. Là, il y a déjà pas mal de gens intéressés. Enfin, voilà. Et j'aime bien la digérer aussi pour l'améliorer. Donc, Tu as posé les dates pour le démarrage? non, il n'y a pas de date. Ça sera pas avant l'automne 2025, l'hiver 2025 peut-être. Sachant que sur le site, si on peut se préinscrire, vous pouvez vous préinscrire pour être au courant du démarrage ou de la programmation.
mais voilà, je prends le temps de faire les choses bien. Et quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est intéressant aussi, enfin, quoi que ce soit pas de question, il y avait le réseau pro. Peut-être je dis deux mots quand même. Euh, hop, je vais vous mettre aussi. Hop, je vais repartager mon écran. Un petit mot là-dessus. Partage d'écran. Ok, c'est parti. Donc il y a un moteur de recherche sur le site. Je suis dessus. Ok. En haut à droite là avec la petite loupe. Il est où le réseau? Il est là. Voilà, donc il y a une page. Gouvernance intégrative comme slash réseau pro. Et le réseau, grosso modo, il a quatre objectifs. Donc c'est le réseau qui est formé, c'est un réseau autogéré qui est formé par les gens qui ont fait la formation pro. Donc c'est de développer avec de l'intelligence collective le paradigme de la gouvernance intégrative, de créer des communs. Donc on crée pas mal de documents, que ce soit des documents qui nous servent pour accompagner ou des documents en grand public de ressources de gouvernance. Bénéficier d'un espace d'expérimentation sécurisé pour du coup que tout ce qu'on amène dans les structures, alors, on a plein d'endroits déjà de compétences et d'endroits d'expérimentation, mais il y a des choses voilà, où on peut tester au sein du réseau. Diffuser l'AGI et aussi s'entraider professionnellement, ouvrir des possibilités pour collaborer, donc que ça soit se donner des missions là tous les mois. Il y a quelqu'un qui dit ah tiens j'ai un prospect dans tel loin de chez moi là, est-ce que quelqu'un dans la région le veut? Se filer des conseils, se faire des codev entre nous, accès pro. Voilà. Et on mutualise aussi, il y a une cotisation de 5%. Ça, pareil, elle est décidée collectivement. Là, actuellement, on a une cotisation, c'est 100 euros plus 5% d'émissions, et ça nous sert à payer des outils. Notamment, voilà, que ce soit un compte Zoom, un compte Miro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un compte Canva Pro. Voilà, on a différents outils comme ça qui sont beaucoup moins chers à mutualiser. Et puis l'idée, c'est aussi à terme, ça, à moyen terme, je ne sais pas quand, ça dépend de notre énergie collective, mais d'avoir une structure un peu avec des fonctions support, que ce soit au niveau communication, notamment communication, démarchage. Euh, ça se fera en temps et en heure. Parce que là, on est vraiment en mode réseau, chacun son indépendance. Et on se fait une visio, là, on se fait une visio toutes les 6 semaines, grosso modo, et puis après, il y a plein de groupes, des groupes d'entraide informelle. Voilà. Voilà pour ça. Bonjour D'autres Sacha, tu m'entends? Oui, Ah, salut, excuse-moi. J'avais des difficultés avec mon téléphone pour mettre le son et l'image. Je voulais juste poser une question si c'est encore temps. oui. S'il y a encore temps, Allons-y. est-ce que tu es intégré dans les passages, c'est-à-dire d'intégrer ta méthode au sein des accompagnements des écoliers en général? Parce que bon, c'est plus ce volet-là, moi, qui m'intéressait. Ouais. Alors, je connais bien les gens des passages de la coopérative Oasis aussi, et j'ai déjà fait des ateliers avec eux. Là, je sais qu'il y a Anne du réseau qui fait des webinaires avec eux. Moi, je suis pas, j'ai jamais accompagné de groupe avec eux pour eux, parce que moi, j'ai déjà trop en fait de sollicitations. En fait, là, c'est le but aussi de structurer le réseau, c'est que moi, j'ai une visibilité assez élevée, et donc c'est aussi De de, décharge. de pouvoir ouais, décharger et confier les partenariats, aussi les partenariats, les missions, etc. J'ai envie d'avoir des gens un peu dans toute la France aussi. Là, ça manque un peu dans le nord de la France, dans l'Est. Ouais. Dans la région parisienne, ça manque de monde pour l'instant. Mais ma question était par rapport à ton écolieu que je connais, puisque j'avais fait un chantier participatif, par exemple, quelle est la plus grande difficulté que tu as eue Plus grande et que difficulté. tu retrouves dans principalement En beaucoup termes de gouvernance, d'écoles, tu parles. ouais, que tu retrouves aussi ailleurs, vu les turnovers qu'il y a, et qui sont d'ailleurs inquiétants, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup d'écolieux qui sont pérennes à long terme. Euh, on rentre dans un cas précis, parce que toi, tu connais l'écolieu, ça va avoir du sens pour toi, je peux te répondre, mais j'ai peur que ça manque un peu de contexte pour les autres. Euh, Bah, par rapport à ton expérience chez toi, ouais, par ouais, exemple. ouais.
tu as Par appliqué ta rapport à mon méthode et expérience, je me dirais que quand il y a je dirais là, si je devais dire une faille un petit peu de notre gouvernance de notre écolieu, c'est quand il y a on a un processus qui dit qu'il y a plein de choses informelles qui peuvent se passer, c'est OK. On va dire quand il y a deux personnes qui sont pas d'accord, normalement, en tout cas, il y a la possibilité, on va dire, bah, on remet au groupe la décision, en fait. Ça aide à trancher le conflit, à pas que ce soit le plus fort qui gagne, etc., enfin, le plus charismatique. Et ce mécanisme-là, pour moi, il n'est pas assez utilisé. Forcément, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, qui ont plus de légitimité, d'expérience ou juste une plus grande gueule, dont moi je fais partie. Et, et du coup, pour moi, les gens n'osent pas assez ramener la décision au groupe. Ils vont se dire, bon, ok, alors on fait ce qu'un tel veut parce que c'est lui qui a le plus de poids, quoi. Donc, voilà. Donc, là, je pense qu'on a une marge de progression. C'est l'heure de la fin du webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Je vous envoie un petit email de récap voilà, avec les liens que j'ai mentionnés. Et puis j'espère que vous avez eu plaisir à participer. Moi, c'est le cas. Et qu'il y aura d'autres occasions de se rencontrer. Il y a plein d'occasions parce il y a d'autres webinaires aussi. Il y a des ateliers d'initiation où on se déplace, moi ou d'autres gens du réseau en France. Donc il y a d'autres opportunités. Il y a une formation initiale là, qui a lieu à Paris dans un mois, là, du 19 au 21 mars. Ouais, il y a plein de choses. Je vous enverrai un petit récap si jamais ça vous intéresse. Et sinon, j'espère que vous sortez enrichi quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye. À Merci, bientôt. bonne journée.